40 secondes, c'est la durée moyenne d'un passage de breakdance. Pendant ces 40 secondes, mon esprit s'apaise et mon corps prend le dessus. Il peut enfin s'exprimer à l'aide de tous les mouvements dont il est capable. Cette danse m'a permis de délivrer des émotions fortes sans prononcer un seul mot. C'est pourquoi je me suis intéressé de plus en plus à sa source, plus particulièrement les origines du breakdance suisse. Je voulais comprendre comment les précédentes générations de Breaking Boy avaient découvert les codes de cette danse, comment les avaient-ils adaptés à leur personnalité, pour finalement les transmettre à la prochaine génération. Tu n'avais pas la possibilité de juste faire des recherches pour des choses qui t'intéressaient sur Internet. Alors c'était toujours des infos directes, de personne à personne, ou des journaux, ou des émissions de télé. Alors à l'époque, parce que j'ai dansé, j'étais très intéressé à tout qu'on avait fait avec la danse. Et je me rappelle que j'avais un ami qui était à New York et il me racontait des jeunes qui étaient sur la rue à danser sur des cartons avec des gants blanches, faire des petits waves, tourner sur la tête. Ils ne savaient pas exactement qu'est-ce qui se passait, mais ils me racontaient qu'il y avait la musique. Déjà, la musique, c'était différent. Ils me racontaient, et puis la façon comme ils dansaient sur la musique. Les seules références qu'on avait visuelles, c'était les rares personnes qui allaient aux États-Unis, qui arrivaient à revenir avec une cassette VHS sur laquelle on voyait quelques battles dans le Bronx, puis on pouvait les remater en se disant « Ah, t'as vu, là, il a fait tel mouvement, là, il a fait tel geste, là, il a passé la jambe comme ça, il a fait quel truc, ça, c'est cool. » Et donc, du coup, ces cassettes-là, c'était des pépites. Parce que du coup, comme on n'avait pas l'accès à l'image, pas l'accès à l'information, et donc du coup, la moindre petite miette de pain qui nous tombait du Bronx, on était là genre « Ah, c'est ça, regarde la cassette, waouh !» Et puis on était tout contents, quoi. C'était génial. Et du coup, ce que ça a apporté à cette époque-là, c'est qu'on était beaucoup plus à la recherche de faire des choses qui étaient totalement nouvelles et totalement innovantes, parce que du coup, on n'avait pas de référence. Du coup, il fallait être créatif et inventif, il fallait se démarquer, il fallait créer son style, il fallait vraiment faire des choses différentes. Les gens étaient de nous, alors il y a toute une série de b-boys qui étaient très axés compétition, avec un style de break qui était mis en avant par UK B-Boy Champs et puis ce genre de compète, très basé sur la performance, avec très peu de lien à la musique. Les gars, ils arrivaient avec des coups d'hier, des casques, enfin machin, un truc très performatif, hein, des gars qui faisaient des trucs de dingue, hein, mais nous, on était des gars, on s'appelait le mieux possible avec du style, enfin genre c'était pas du tout notre cam, quoi. Et nous, on cherchait des DJ de funk ultra rares, on allait à Londres parce qu'il y avait une funk night avec un DJ avec Kep Darge ou un DJ particulier, genre c'était deux salles, deux ambiances. C'était comment pour trouver des salles pour breaker? Alors, par rapport à ça, alors c'était hyper simple, hein, parce que comme je disais au début, on était vraiment en marge totale du truc. Donc la seule façon qu'on avait de pouvoir trouver des locaux pour danser, c'était des allées, des couloirs, des centres commerciaux après la fermeture. Et on avait la chance d'avoir les maisons de quartier qui nous soutenaient énormément. Donc du coup, on avait négocié pour avoir des salles à notre disposition pendant un certain temps. Et donc du coup, on allait dans les centres de loisirs. Donc les deux seules alternatives qu'on avait, c'était les allées et les maisons de quartier. Et ça s'arrêtait là, il n'y avait rien
d'autres. Il y avait toujours les possibilités si on demandait. Par exemple aussi, il y avait, je me rappelle qu'on s'est aussi entraîné dans une petite salle d'une église. Effectivement, il y avait des parquets. On avait vu le parquet et on a demandé. Ils ont dit oui, pourquoi pas, c'est quelque chose de positif, oui, vous pouvez venir. Alors comme ça, je ne trouvais pas très difficile. Les danses urbaines, elles n'avaient pas leur place en école de danse. Genre, on était encore sur un truc où même les danses hip-hop et autres, c'était pas intégré dans le milieu. C'était pas intégré dans le milieu de la danse, en fait. Genre, ils voyaient pas ça comme ça. Pour eux, c'était pas de la danse. C'était juste des mecs qui se roulaient dans tous les sens. Madame, ça vous plaît le breakdance? Eh bien oui, beaucoup, parce que je trouve que ça stimule les jeunes et puis c'est un jeu en même temps qu'un exercice physique. Merci. Je vois les salles où les vrais danseurs professionnels s'entraînent, où il y a des miroirs avec des barres, avec un parquet flottant, avec un sol à 4 mètres de haut et des trucs comme ça. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans une salle comme ça, j'étais dans une cathédrale. C'était le plus beau jour de ma vie. J'ai touché le sol, je lui ai fait un bisou. J'étais là, waouh! Et c'était parce que ça changeait du béton en fait. C'était mieux. Après un certain point que tu entendais, les premières choses, c'est que tu entendais qu'il va y avoir une soirée. Alors, tu commençais avec la Suisse allemande, normal, Bâle ou Zurich, les villes plus grandes, après ta ville, et tu cherchais des flyers sur des murs ou tu cherchais des gens. On allait à Zurich, par exemple, on s'assit dans la ville et regardait les gens. Et basé sur les vêtements qu'ils avaient, on cherchait de voir, ok, lui, il pourrait être intéressé à la culture. Tu suis, tu demandes, écoute, hip-hop, tu danses, tu graffes, et là, oui, ok. Écoute, ce soir, la semaine prochaine, il va avoir une soirée. Et comme ça, tu commençais à avoir les infos. Et alors, souvent, quand tu arrivais à des événements, c'était un peu dehors, un peu ghetto. Tu arrivais vers 2-3 heures parce que tu avais l'envie de connaître les gens qui étaient là seulement pendant la soirée. Là, il y avait des murs, les gens étaient là à faire du graph. Il y avait déjà les gens avec le lino ou le carton qui dansaient. Alors tu dansais avec eux, tu commences à parler, à discuter, comment, quand, quoi. Et puis là, pendant la soirée, la même chose, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de chants. Chacun cherchait de s'exprimer à son façon. Et il y avait les gens qui rappaient. Et normalement, beaucoup de b-boys, de graffeurs, après l'après-midi, il était sur scène aussi à faire un peu de freestyle parce qu'on n'était pas beaucoup de chants. C'était normal que chacun cherchait de faire tous les trucs. Moi, quand j'allais là-bas et que je dansais, je croisais des DJ qui me montraient 2-3 techniques de scratch. Le DJ qui montrait 2-3 techniques de scratch, après allait voir le mec dehors qui était en train de graffer. Le mec qui graffait lui montrait 2-3 trucs à la bombe. Après le mec qui graffait, il allait à l'intérieur et moi je lui montrais 2-3 pas de danse. Et ça fait qu'à cette époque-là, il y avait une sorte de unité dans toutes les disciplines de la culture hip-hop qui fait qu'on n'était pas spécialiste dans un domaine. On était tous touche à tout et un peu bon dans tout et on s'intéressait un peu à tout. En fait, c'est parce qu'on épousait l'amour de la culture hip-hop, pas l'amour d'une discipline de la culture hip-hop. Est-ce qu'il y a toujours eu cette volonté de passer le flambeau à la prochaine génération ou que ça se faisait naturellement? C'est une très bonne question. Non, je pense qu'il y a eu, il faut se rappeler aussi que c'est un milieu très compétitif où et aussi le monde était très différent. Si tu veux voir la différence, regarde Karate Kid, l'original, hein, pas celui avec
pas la merde avec les fils à Will Smith, je parle de vrais gens. Non, mais ça te donne une idée de la mentalité années 80. Le monde a changé. En fait, il y a un truc autour de la masculinité, de l'ego, du patriarcat qui est clairement très différent maintenant. Donc, il y avait quelques personnes qui prenaient à la lettre ce truc de culture, de peace, love, unity, having fun, each one teach one, des gens comme Crazy, Walter Petrangolo, qui avaient ça au cœur. Mais en vrai, le hip-hop, c'est un truc de gros ego et de mecs qui écrasent l'autre. Écoute le rap Golden Era, écoute ce qu'il raconte. Genre, c'est toujours ton crew est wack, je te chie dessus, je suis meilleur que toi. Enfin, genre, d'où la peine que j'ai avec le fait de glorifier cette époque. Mais genre, il y avait un vrai truc dans le hip-hop d'ego et de genre, on est meilleur que toi. Et je pense qu'il y a toute une génération, dont certains que je ne nommerai pas à Genève, qui avaient vraiment cette attitude, y compris dans le break. Donc moi, j'avais une entrée particulière, c'était que j'étais le graffeur qui breakait. Donc c'était OK. Donc je ne rentrais pas dans leur créneau compétitif. Plus, genre, je m'intéressais qu'au cercle, au footwork, top rock, footwork. Donc tu ne rentrais pas dans leur compète. Mais pour les jeunes qui sont arrivés, je pense à la génération droit derrière, fin années 90, début 2000, c'était pas facile parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'anciens qui étaient cool en fait. Il y en a beaucoup qui étaient vraiment dans la compétition et pas dans quelque chose de soutenant, dans quelque chose d'écrasant. Et tout à coup, avec quelques individus qui pour eux, c'était vraiment une culture avec un flambeau à transmettre. Et il y a eu un gros switch autour de ça. Et la preuve, c'est à Genève, les écoles de danse qui ont été fondées par la génération suivante et qui ont donné, des gens comme toi, enfin toute une approche de la transmission. Et je me rappelle que j'avais des discussions avec des autres vieux, des autres villes, qui me disaient non, mais tu ne peux pas donner tout, c'est à nous, c'est quelque chose qu'on doit garder pour nous, sinon eux, ils viennent, ils sont plus jeunes. On porte une sorte de mission que si je ne transmets pas le truc, le machin, il va mourir avec moi. Donc du coup, voilà, on le fait, mais c'est valable, je pense, pour n'importe quelle discipline. Et là, c'est à cause de ça que pendant les premières années, si quelqu'un me demandait quelque chose, j'aime m'approcher et dire « Écoute, tu peux me montrer ?» Oui, clairement. Et il y avait des autres qui disaient « Non, mais pourquoi chaque fois tu... c'est pas OK comme ça. » Écoute, moi je fais ça comme je veux et quand je veux. Mais ouais, à la fin, partager... C'est tout. Est-ce qu'on a fait beaucoup de battles? Non, on s'en fout. On est des b-boys de cercle en fait. Genre, on est dans les cercles, on est toujours dans les cercles. On a des membres un peu partout dans le monde parce qu'on est plusieurs à habiter un peu partout dans le monde, mais on est dans les cercles. En fait, c'est pas notre truc. Il y a plein de sortes de breaks. Il y a des breaks. Il y a un break de compète, c'est-à-dire de performance, mais il y a un break de scène. Il y a un break d'entraînement. Il y a des gens qui ne breakent jamais en dehors de l'entraînement. Et c'est toutes mes expressions valides, hein. Il n'y a aucun qui est mieux que l'autre, et c'est une partie de la richesse de ce milieu, c'est qu'il y a plein de manières d'exprimer son break. Il y a des gens pour qui ça ne sortira jamais d'un cours, il y a des gens pour qui ça ne sortira jamais d'une salle d'entraînement. Dans le cas de moi et mon groupe, ça sort assez peu des cercles. C'est là où on vit, c'est là où notre danse elle s'est développée, puis c'est comme ça que nous on voit cette danse. Donc on perpétue ce genre de tradition-là. Les choses que j'aimais plus, effectivement, je dois être sincère, c'était les battles où il y avait des émotions derrière. Ça veut dire des autres gens qui... comme je devrais dire, sans être trop direct. Et il y avait toujours des gens qui étaient jaloux du fait que toi, tu avais succès. Parce qu'on nous voyait aussi à la télé régulièrement, après une certaine année, et des titres de compétition. Des gens plus jeunes, souvent c'était des gens plus jeunes, qui disaient « No, you're not real because you should dance on the street and television, ok, ça va pas. » Et là, tu sentais effectivement, il y avait aussi des interviews sur des journaux hip-hop où les gens disaient, à la fin de l'interview, il y avait des questions par exemple comme est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous déteste? Oui, Crazy Force Crew.
Et là, c'était toujours très intéressant parce que moi, j'ai allé chercher les gens. Par exemple, dans cette journaux, j'ai écrit après. À l'époque, on écrit des lettres. Écoute, les gars, quand vous voulez, où vous voulez. Vous voyez sur les affiches que nous sommes à des jams dans toute la Suisse. Alors, si vous avez des problèmes et vous trouvez que l'on n'est pas des b-boys, venez, pas de problème. On va se mesurer, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'était toujours les choses les plus intensives. Parce que c'était aussi une façon pour montrer, tu vois, tu n'as pas raison. OK? Et ça, j'aimais beaucoup. Il y avait des fois, si tu venais de parties, d'Allemagne par exemple, tu allais à la gare pour prendre le train, et il y avait des gens qui t'attendaient. Et des trucs comme ça. Et ça, c'est très direct, c'est très réel aussi. Ce n'était pas des histoires artificielles. C'est OK, on va les attendre et quand ils arrivent, il va y avoir le battle. Ça, c'est des choses que j'aimais beaucoup parce que c'est sur la côté de l'émotion, c'est la chose plus intensive. Parce que tu sens qu'ils ont des problèmes avec toi. Et l'autre chose, c'est qu'après certaines battles, tu deviens ami, très ami. Parce que les gens se sont rendus compte que, première chose, effectivement, ils sont forts. Deuxième chose, ils sont vraiment good guys. Alors c'est très facile de faire amitié. Et alors ça aussi, jusqu'à aujourd'hui, avec des gens qui nous détestaient, j'ai été vraiment rapporté, vraiment bon aujourd'hui. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le Battle of the Year? Alors le Battle of the Year, c'est une compétition qui a lieu une fois par année. Et le Battle of the Year, historiquement, ça a commencé, c'était une toute petite structure où c'était plus ou moins l'Europe, on va dire. Il y avait des gens qui venaient un peu de partout en Europe. Et puis c'était un battle où les gens ils dansaient par équipe les uns contre les autres. Et puis il y avait un gagnant à la fois. Et c'était une toute petite structure. Au début, moi je me rappelle d'être allé à un Battle of the Year, il y avait 1000 personnes. Enfin, 1000 personnes, c'est rien, hein, 1000 personnes. Et donc, du coup, ça a grandi. Cet événement, il est devenu de plus en plus populaire. Et après, au bout d'un moment, il n'y a pas seulement des gens d'Europe qui sont venus. Et après, il y a des gens qui sont venus de plus loin. Et puis de plus loin. Puis après, à un moment donné, il y a des gens qui sont venus de la terre entière. Il y avait des gens qui venaient d'Australie, des gens qui venaient du Brésil. Et donc, du coup, des gens qui venaient d'endroits éloignés et qui parcouraient des distances énormes. Et aussi, l'événement, il a aussi grandi en ampleur. Moi, je me rappelle, le dernier Battle of the Year où je suis allé, il y avait 15 000 spectateurs. C'était dans un endroit qui ressemblait un peu à une patinoire avec des gradins énormes. Ça ressemblait au Stade de France quand on était dedans. Et donc, du coup, j'étais là, waouh, c'est plus du tout le truc que j'ai connu au début, qui était une toute petite structure, en fait. Où c'était vraiment, il y avait un DJ, un mec au micro et c'était fini, on y allait, quoi. Il y a une année où j'y suis allé, et il y avait des amis à moi de Lausanne et d'un peu partout en Suisse qui sont allés, et je me rappelle parfaitement leur avoir dit au téléphone avant de partir, de toute façon les gars, on n'a aucune chance. À ce battle, il y aura des mecs du Japon, il y aura des mecs des États-Unis, il y aura des mecs de partout dans le monde. C'est mort, on n'a aucune chance. Je leur ai dit vraiment ça, je le pensais sincèrement. Donc on y va en train, en voiture, on se retrouve là-bas, le battle a lieu, et huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale, et les mecs à qui j'ai dit c'était mort, on n'a aucune chance, eh ben, ils ont gagné les battles les uns après les autres, et ils ont gagné la finale, et ils ont gagné le Battle of the Year cette année-là. Et c'était mes potes, c'était les gars avec qui je dansais, c'était des mecs que je voyais tous les jours, c'était des mecs que je voyais tout le temps. Et donc du coup, j'étais hyper heureux pour eux, au fait. Parce que j'étais parti tellement défaitiste à cause du fait que les gens qui avaient dansé cette année-là,
c'était tellement des grands noms, enfin, je veux dire, c'était des légendes, les mecs, c'était des mecs qui, c'était nos idoles, quoi. Et donc, du coup, le fait qu'eux, ils aient gagné le Battle of the Year, où il y avait des gens qui venaient du monde entier, et que c'est une des rares fois où la Suisse a gagné, eh ben, j'étais fou de joie, quoi. Et donc, du coup, j'étais hyper heureux. Je trouve ça assez génial. Je peux qu'un maximum, je me donne. Parce qu'à Lausanne, on peut rien faire d'autre, quoi. Alors on break. Ouais, c'est vrai. Et là, on se donne totalement. C'est un sport, ouais, c'est un plaisir, c'est tout ça en même temps. Il y en a qui se donnent à la nage, il y en a qui se donnent aux autres sports, moi je me donne au break, quoi. Ce qui est intéressant, c'est combien les cultures urbaines permettent d'être communautaires où que tu ailles dans le monde. Et en fait, elles te donnent une ouverture et un accès aux gens qui sont de là, Comme je l'ai dit sur le graffiti, on est tous... Si tu es autant impliqué dans ces cultures, c'est que généralement, tu n'as pas ce qu'il te fallait chez toi. Si tu es 5 jours par semaine à Balexer à saigner littéralement, c'est peut-être que tu n'es pas si bien chez toi. Enfin, c'est assez rare. Ou alors maintenant, c'est parce que tu veux être un sportif d'élite, mais avant, si tu étais autant dehors, autant dans la rue, autant impliqué là-dedans, souvent il y a quelque chose qui pêchait au départ, et c'est quelque chose qu'on reconnaît les uns chez les autres. On sait ça les uns des autres, qu'il soit explicite chez les vieux quadragénaires qui ont fait trop d'études comme moi, ou qu'il soit implicite dans l'énergie qui est partagée et la manière dont les gens relate, j'ai pas le mot en français, mais genre les gens se mettent en lien, voilà. Que ce soit explicite ou implicite, ça existe, et ce langage-là, il est mondial, c'est-à-dire je te vois et je te reconnais pour avoir tu as mis toute ta vie dans une forme de danse qui, si ça se trouve, ne t'apporte rien au niveau de ta vie professionnelle, amoureuse ou autre, parce que tu en as besoin pour ton identité, pour te soigner à un niveau ou un autre. Tu reconnais ça chez l'autre. Et en fait, où que tu ailles dans le monde, alors moi en l'occurrence j'ai habité sur 4 continents, dans pas mal de pays, je voyage un peu partout dans le monde, tu reconnais ça. Et tu reconnais ça, tu le reconnais au bord du cercle. Tu le reconnais dans la musique, il va y avoir quelque chose qui me touche, qui te touche, et tu vas me montrer ce que toi tu en fais, moi je vais te montrer ce que tu en fais, et ce qu'on sait c'est que les deux on en a fait quelque chose implicitement, parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui ne jouait pas, et c'est pour ça qu'on est une communauté.